Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Tour TV. Monde Politique reçoit pour vous aujourd'hui le docteur Wahir Justin Soumé. Il est le président du PUR, le parti dénommé Progressistes Unis pour le Renouveau, un parti qui a été créé, qui a été lancé officiellement le 28 avril 2018. Nous sommes en 2022, 4 ans après. Quel bilan dresse-t-il? Quel bilan également dresse-t-il de leur compagnonnage au niveau de la majorité qui n'a certes pas duré mais qui vaut quand même une expérience, surtout que c'est venu après une année électorale. L'on se rappelle d'ailleurs qu'à la création de ce parti politique, il n'était aligné ni de la majorité ni de l'opposition. Donc nous disons bonjour et bienvenue à notre émission. Monsieur Bonjour, Soumé. merci de m'avoir reçu. Merci de répondre présent à cette invitation. Nous allons parler de votre parti politique. Nous parlerons également de l'actualité nationale et internationale. Madame, Monsieur, vous êtes sur Watt FM 100.7, également sur la télévision TV. Monde Politique, c'est parti avec le docteur Wahir Justin Soumé. Alors, vous avez lancé le 28 avril 2018 le parti Progressistes Unis pour le Renouveau PUR. Vous venez de quitter l'UNIR-PS en son temps. 4 ans après, quel bilan dressez-vous? Merci. 4 ans après, il faut dire que beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Vous l'avez dit tantôt, le parti a été créé le 28 avril 2018. Nous nous sommes attelés à l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire. Et vous n'êtes pas sans ignorer que 2 ans après, nous étions aussi confrontés aux élections. Donc, ceci étant, le parti n'a pas présenté de candidats aux élections présidentielles, mais nous avons présenté des candidats au niveau des législatives. Et nous avons eu 33 candidatures, c'est-à-dire une liste nationale et puis 32 au niveau des provinces. Alors, en termes de bilan au niveau de l'élection, qu'est-ce que vous avez pu engranger? Et il faut dire qu'après les élections, les résultats nous ont donné un député, notamment au niveau de Sapui, qui était en même temps un député maire. D'accord. Et donc, vous avez commencé cette fois-ci avec la majorité parce qu'au début, vous n'étiez pas aligné, vous n'étiez ni de l'opposition ni de la majorité. C'est un choix que beaucoup n'avaient pas compris. Pourquoi est-ce que d'abord, au début, vous ne vous êtes pas aligné à la majorité ou à l'opposition? Il faut dire qu'à la création du parti, nous avons pensé qu'il était très tôt de choisir l'opposition ou la majorité du moment où nous venions d'être créés. Sur quoi c'est pas... Parce que souvent, ce choix, si ça s'impose, parce que comme on le dit souvent, en matière politique, avec l'évolution politique, souvent il y a des politiques qui créent d'autres partis. Donc, si vous aviez été créé par un autre parti, ça y va de soi que vous alignez derrière ce parti sans vice de forme. Mais pour nous, il y avait matière à réfléchir, parce que pour nous, nous venions d'être créés. Nous n'avions jamais participé à une élection, nous n'avions pas participé à un gouvernement. Donc, il était difficile pour nous de peser notre poids politique. Donc, nous nous sommes donné le temps quand même de participer à une élection et de voir ce que pèse notre parti avant de faire le choix. Et puis aussi, il y a le choix idéologique. En son temps, les gens étaient déjà engagés sur un mandat. C'était un peu difficile pour nous de nous situer en milieu de mandat. Donc c'est ce qui a fait qu'on a attendu de participer à une élection avant de faire le choix. Alors, en termes d'élection, quel bilan est-ce que vous tirez après ces élections de 2020? C'est vrai que vous avez eu un député. Je parle en termes de leçons, voilà, de leçons retenues, d'expériences vécues. En termes de leçons tirées, d'abord, il faut reconnaître que notre jeune parti, c'est vrai que le parti est jeune, mais les militants étaient aguerris en matière politique, parce que, vous l'avez dit tantôt, nous venons d'un autre parti. Mais il se trouve qu'à ce niveau, comme l'a apprécié toute la classe politique, il y a eu beaucoup les finances qui ont joué en faveur ou en défaveur des partis selon votre poids financier, ce qui n'est pas bon pour notre démocratie. Et nous, en tant que jeunes partis, nous avions été confrontés à ce niveau parce que le problème de moyens financiers s'est posé et nous avions eu peut-être le péché de croire que c'était possible que les idées que nous véhiculons ou le programme politique que nous présentons au peuple pouvaient convaincre le peuple. Mais on s'est rendu compte vite qu'à la dernière minute, l'argent a été roi et il y a eu une démocratie d'argent, ce qui est très négatif. Vous n'aviez pas l'argent ou bien vous n'aviez pas accepté de donner de l'argent?
Nous n'en avions pas, ça c'était le premier point. Donc nous ne pouvions pas donner si nous-mêmes nous n'en avons pas. Mais nous nous sommes dit que la politique, ce n'est pas forcément de l'argent. Nous nous sommes dit que c'est les propositions que vous faites, les propositions, les stratégies que vous donnez, ou bien les propositions que vous faites en matière de projets de société à la population qui devait apprécier pour voir si nous sommes au pouvoir, est-ce que ça répond aux déshydratats de la population. Donc nous avions beaucoup cru à ça, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Vraiment, nous l'avions cru, mais nous nous sommes rendus compte que l'argent a régné en roi et c'était vraiment dommage. Alors, en 2021, vous-même, vous aviez présenté votre démission à la tête du parti. Après, vous êtes revenu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, chez nous, la démocratie, elle est sacrée pour nous. Donc, ce qui fait que nous avions combattu longtemps cette idée de fétichisation ou d'individualisation d'un parti, c'est-à-dire père fondateur, le père créateur et tout ce qu'il y a. Pour nous, un parti ne vaut la peine que s'il y a des militants et que le président que je suis, c'est comme un commandant d'une troupe, mais si vous n'avez pas de troupe, vous ne commandez rien du tout. Donc chez nous, on y croit. Les militants qui sont là doivent avoir leur voix. Ils doivent avoir leur mot à dire. Et pour nous, quand vous prenez la tête d'un parti, ce n'est pas parce que vous êtes mieux que les autres membres du parti, mais c'est vous qui avez été choisi. Et à un moment donné, vous deviez penser à peut-être laisser la place à d'autres personnes pour qu'ils puissent faire leur expérience. Donc ce qui fait qu'à l'approche du congrès, de manière officielle, je dois laisser ma place et me remettre à l'évaluation de notre congrès. Donc c'est le congrès qui évalue mon travail pour dire, durant mon mandat, ça s'est très bien passé ou ça ne s'est pas bien passé, s'il faut changer à la tête du parti. Les gens avaient compris que vous quittiez le parti. Je n'ai pas quitté le parti. C'était la démission du poste du président. Je crois que c'est clair, ma démission était claire, c'est du poste du président. Pas du PUR, quand même je suis père créateur du PUR, donc je n'ai pas quitté le parti, mais j'ai quitté le poste de président. Mais le Congrès a renouvelé encore mon mandat pour 4 ans encore. D'accord. Certains avaient cru que quand vous aviez démissionné, c'était pour que Alexandre Sankara soit le président du parti. Après, au niveau du Congrès, c'était autre chose parce que ce qui avait été dit, c'est son parti, ce n'est pas son parti. Donc, beaucoup avaient vu cette démission de faire la passe. Ça ne l'a pas été. Qu'est-ce qui s'est passé aussi à ce niveau? Je crois que c'est une mauvaise lecture, il faut le dire tout de suite. Je vous ai dit tantôt que l'alternance chez nous, c'est sacré. Donc, c'est lui qui prend la tête doit savoir que demain, on peut le changer. Parce que nous-mêmes, nous avons combattu un pouvoir qui refusait l'alternance durant pratiquement plus de 17 ans. Donc, il n'est pas question pour nous de créer un parti. Et même cette appellation, le parti de Alexandre ou le parti de Sommet, nous, on n'accepte pas ça. Le parti ne peut pas appartenir à un individu. Si tout tourne autour de l'individu, je crois qu'on aura raté le coche qui est de participer de manière active au développement de notre pays. C'est les idées, on dit une idée, plusieurs idées font la sommation des idées. Donc il faut qu'on se dise qu'un parti politique, c'est quand même une vision qui est soutenue par plusieurs personnes. Donc l'idée ne vient pas d'une seule personne. Donc pour nous, il n'est pas question qu'on dise c'est le parti de telle personne ou c'est telle personne qui est le père fondateur. Ce n'est pas bon. C'est cette individualisation des partis qui a ramené tout ce que vous savez. Quand effectivement, si vous jouez à la fétichisation ou j'allais dire la déification en tant que président de parti, ça y va de soi que quand vous aurez aussi le pouvoir, la tendance à y rester et à réviser les constitutions sera là. Donc nous, on veut le combattre dès le parti pour dire que l'alternance, c'est au niveau des partis. Sinon, on en a vu dans des partis où on refuse l'alternance au niveau du parti et puis on veut l'alternance au niveau du sommet de l'État. Je crois que ce n'est pas logique. Alors, après les élections, vous avez fait le choix de la majorité. Qu'est-ce qui vous a guidé à aller au niveau de la majorité? J'ose vous dire que si vraiment on avait un choix, on allait même rester encore nini. Parce que pour nous, quand notre jeune parti a été créé, nous avions aussi dans notre bataille politique de refaire monter la jeunesse. C'est vrai que chez nous, la jeunesse critique plus, mais ne participe pas de manière active. Donc le plateau, la plateforme que nous on offrait à travers notre parti, c'est de permettre à cette jeunesse de participer de manière active à la politique de leur pays, donc au développement de leur pays. Donc ce qui fait que pour nous, il n'était pas question que, j'allais dire,
au moment où le parti était à ce niveau, qu'on puisse se retrouver en train je vais dire, en train de critiquer à ce niveau. Donc c'est pourquoi nous on a préféré retenir ce point. Donc vous avez fait le choix de la majorité et non de l'opposition. Nous avons fait le choix de la majorité et non de l'opposition parce qu'à un moment donné aussi, vous vous rappelez de la note du ministère de l'administration du territoire qui demandait aux partis politiques de choisir soit l'opposition, soit la majorité. Et si vous prenez notre histoire quand même, en tant que sankariste, bien sûr, longtemps nous avons combattu un pouvoir qui, en faveur de l'insurrection populaire, est tombé. Et après les élections, c'est ce parti qui est revenu comme chef de file de l'opposition. Bon, si nous devions suivre la logique, c'était difficile. C'est vrai qu'on dit souvent en politique tout est possible, mais pour nous quand même, il y a un minimum de logique. Donc il était indécent pour nous d'aller nous asseoir pour un parti qu'on a contribué à quitter le pouvoir, contraint à quitter le pouvoir, de nous battre encore pour reconquérir le pouvoir. Vous voyez que c'était un peu difficile pour nous. Ensuite, il y a le fait que ceux qui étaient à la majorité étaient déjà avec nous lors de l'insurrection populaire et c'est ce parti, notamment le MPP et puis ses partenaires qui étaient au pouvoir. Donc il était plus facile pour nous parce qu'on a déjà cheminé ensemble lors de l'insurrection populaire. D'accord. Mais votre parti, qu'est-ce que vous avez eu? Parce qu'il y a des partis qui évaluent leur participation en termes de postes ministériels ou de postes de direction générale obtenus. Chez vous, ça a été comment? Je vous dis tout de suite rien, parce que nous n'avions jamais été guidés par cet état d'esprit. C'est même négatif. Nous, notre participation au développement de notre propre pays ne se mesure pas en valeur financière. Donc, il ne s'agit pas pour nous de monnayer notre participation au développement de notre propre pays. Parce que pour nous, on est des patriotes. Participer au développement de son pays, que ce soit dans l'opposition ou que ce soit dans la majorité, il n'y a pas à évaluer quoi que ce soit. Parce que nous ne voulons pas être aliénés. Si vous avez pris de l'argent pour participer, c'est-à-dire que vous êtes obligé de jouer au suivisme, ce qui n'est pas possible à notre niveau. Donc nous sommes allés, nous étions à la majorité et je vous l'ai dit, c'est-à-dire nous ne sommes pas des suivistes, nous étions à la majorité, mais ce qui ne va pas, c'est qu'on n'était pas pour, on manifestait notre volonté à ce niveau. D'accord. Maintenant, par rapport à la suite, vous êtes allé retrouver vos anciens camarades qui y étaient déjà, parce que dans le premier mandat, ils y étaient déjà. Je parle de vos anciens camarades de l'UNIR PS, vous êtes retrouvés au niveau de cette majorité. C'est vrai qu'après, c'est devenu UNIR MPS, mais quand vous êtes retrouvés, quelle a été l'ambiance qui a prévalu entre vous? Mais il faut dire qu'on ne s'est pas retrouvé à deux, on s'est retrouvé au niveau de la majorité. Donc ce qui fait que c'est l'ambiance générale de la majorité qui prévaut. Ce n'est pas un rapprochement à notre ancien parti. Nous sommes retrouvés dans la majorité pour travailler ensemble pour le développement de notre pays. Donc ce qui fait, nous en tant que tels, c'est des divergences de vues qui nous ont amenés à quitter l'UNIR. Donc nous n'avons pas d'animosité contre un individu. Ce n'est pas l'individu, comme je vous l'ai dit tantôt, qui nous intéresse, mais c'est la manière dont les valeurs qui étaient prônées à ce niveau qui nous ont fait qu'on a eu des divergences et qu'on est parti. Donc à ce niveau, il n'y avait pas de problème. On a retrouvé des camarades, qu'on a continué à avoir de bonnes relations. À ce niveau, on n'a pas de problème. Mais quelle est l'ambiance au sein du parti politique qui se retrouve au niveau de la majorité? C'est quand même une grosse machine. L'ambiance, c'est comment? En termes d'ambiance, les travaux s'est organisé comment c'est présidé? Est-ce que c'est une présidence tournante? Comment ça s'organise? Au niveau de la majorité, il faut dire que on a une instance qu'on appelle la conférence des présidents, c'est-à-dire qui est constituée de l'ensemble des présidents qui composent la majorité. Donc, selon les sujets débattus, c'est-à-dire on a un agenda, selon l'urgence ou bien selon l'actualité politique, les présidents sont convoqués pour pouvoir se prononcer sur l'actualité du jour. Donc, c'est comme ça, ça marche. Quand nous on est arrivé déjà, je crois qu'il y avait un règlement intérieur. Donc on est arrivé à trouver déjà que le règlement était en vigueur. Comme vous l'avez dit, le premier mandat avait mis en place un règlement intérieur qui a continué. Mais on n'a pas eu le temps de renouveler le règlement intérieur que au deuxième mandat, les choses se sont passées comme vous le savez. D'accord. Effectivement, les choses se sont passées parce que le 24 janvier, le mandat du chef de l'État a été écourté par le coup d'État. Au niveau des chapelles politiques, certains ont fait leur bilan. Vous, au niveau du PUR, quel bilan avez-vous dressé de ce qui est arrivé, du coup d'État qui est arrivé? Il faut dire que le coup d'État, je crois, les signaux étaient là. Les signaux étaient là, pourquoi? Il y a d'abord l'insatisfaction de notre peuple par rapport à la lutte contre l'insécurité.
nous nous sommes retrouvés à un moment où l'insécurité avançait. Donc la population a commencé à désespérer. Et ça, vous savez que c'est l'instinct de survie aidant. À un moment donné, ceux qui sont responsables, les premiers responsables, c'est ceux qui sont au pouvoir, ce qui est normal. Quels que soient les problèmes qui arrivent, mais il reste les responsables, c'est-à-dire les premiers responsables. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, les signaux étaient là, la population était essoufflée parce que les zones étaient attaquées avec le nombre de morts et le nombre de déplacés internes. C'était devenu un problème. Donc, ici, on a attendu du pouvoir en place de trouver les stratégies et les moyens qu'il fallait pour pouvoir combattre ou pour pouvoir faire reculer l'insécurité. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, nous avons évolué de manière inexorable vers vraiment, j'allais dire, d'abord la crédibilité du pouvoir, parce qu'à un moment donné, c'était décrié le fait que la population a estimé que ce pouvoir n'arrivait pas à lutter contre l'insécurité. Mais ce qu'il faut savoir, si on pousse un peu l'analyse, il se trouve que qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je crois que c'est une question à se poser. La première, aujourd'hui, quand on fait l'analyse, on se rend compte que au niveau de l'armée, si vous vous souvenez, le président Roch Marc Christian Kaboré, en son temps, dès qu'il a pris le pouvoir, avait dit qu'il ne voulait pas de militaires au niveau des postes de nomination, au niveau du gouvernement, précisément. Je crois que ça n'a pas trop passé au niveau des militaires qui se réclament aussi être, ou bien qui se trouvent être aussi des citoyens de notre pays. Donc, ils trouvent qu'ils pouvaient participer d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y avait pas à mettre ce bouclier-là. Et moi, je me dis, de manière diplomatique, j'aurais été à sa place que je ne dis rien, même si c'est ce que je voulais faire. Parce que quand vous le dites comme ça, ça devient offensif, j'allais dire. Parce que si moi, je me trouve à la place des militaires, on dit, vous, on ne veut pas. C'est comme si on disait, vous, on ne veut pas de vous. Vous voyez un peu, or nous sommes tous des Burkinabés, je crois que ça a été très mal pris. Peut-être que ce n'est pas la pensée du président en son temps, dire qu'il ne veut pas de militaires. Pour une bonne démocratie, effectivement, il n'y a pas de militaires directement dans le gouvernement. Ce qui était visé peut-être par le président, mais la réception, c'est un message. Donc la manière dont ce message a été perçu par le vis-à-vis n'était pas évident. Et moi je crois que tout ça, ça a couvé à un moment donné. Et vous avez vu que même avec l'avancée de l'insécurité, l'avant-garde de cette lutte, c'est les militaires. Donc à un moment donné, le président était contraint à nommer un militaire. Vous l'avez suivi. On l'a nommé comme ministre délégué, mais après, c'est monté comme ministre. Mais tout ça, déjà, je crois que la chose avait été consommée au niveau de l'armée. Donc, ce qui a fait que c'était pas évident, on en est arrivé là. Alors vous êtes à l'émission Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision Street TV. Pour vous qui nous suivez à la radio, sachez que notre invité c'est Dr Wahir Somé. Il est le président du PUR, le parti Les Progressistes Unis pour le Renouveau. Nous poursuivons cette émission, Dr Somé. Vous avez dit effectivement que vous avez fait le bilan de votre propre diagnostic de ce qui s'est passé, mais en même temps, la question c'est de savoir quand ces signaux avaient été lancés au niveau de la majorité, est-ce qu'il y a eu le débat entre vous, parti de la majorité, pour dire attention, les choses vont bien, attention, les choses ne vont pas bien? Oui, il y a eu des débats, ça il faut l'avouer. Il y a eu des fois où nous avons émis notre inquiétude par rapport à l'avancée, par rapport à la gouvernance générale même, où il y avait déjà des couacs. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu aussi ces problèmes en matière de corruption, de malgouvernance qui étaient là. Je crois qu'au niveau des présidents des partis de la majorité, nous l'avons perçu, nous en avons discuté, mais vous voyez, les partis à ce niveau étaient... Nous n'étions pas directement au niveau de l'exécutif. Donc le gouvernement était à part, mais les partis étaient à part. Et je crois qu'à ce niveau, nous pouvons émettre des idées, mais maintenant la mise en œuvre, c'est tout autre. C'est l'exécutif qui s'en occupait. Sinon, même fois, le problème est venu, surtout à l'approche. Moi, j'ose vous dire que les dernières réunions qu'on a eues avant, je crois que ça a tourné autour de ça. Surtout que même en notre sein, il y avait déjà des participants qui voyaient que l'évolution de l'insécurité était vraiment négative pour... Et certains avaient déjà commencé à claquer la porte. Certains même ont claqué la porte, vous avez dû suivre, d'autres sont déjà partis, et d'autres même sont partis à la dernière minute, d'autres même ont appelé à ce qu'il y ait même un coup d'État. Alors qu'ils étaient de la majorité. Ils étaient de la majorité. C'est bon.
Je crois que c'est regrettable, mais il faut savoir qu'à un moment donné, vraiment, le désespoir s'installait par rapport à cette problématique d'insécurité. Le désespoir s'installait parce qu'on ne voyait pas évoluer les choses de manière positive. Mais quand on fait un recul et qu'on fait une analyse, je me demande si quelque part, quoi qu'on dise, l'armée était partie prenante à un moment donné, qu'on le veuille oui ou non, étant donné le ministre de la Défense, c'est un militaire. Donc à un moment donné, ils étaient partie prenante de la mise en œuvre de la stratégie de l'État en matière de lutte contre l'insécurité. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que je suis mal placé pour le dire. Mais ce qui est sûr, nous on constate que ça n'a pas marché. D'accord. Au lendemain du coup d'État, le coup d'État est intervenu le 24, je pense que c'était entre le 27 et le 28, le 26 janvier. Oui. Il y a une coalition qui est née. Je ne sais pas, est-ce que votre parti fait partie de cette coalition? Une coalition de partis? Il y a une coalition de partis politiques de l'ex-majorité qui est née, qui a appelé en son temps la libération des personnalités et qui avait animé une conférence de presse. Est-ce que votre parti fait partie de cette coalition? Plutôt, ce que je sais, nous, on avait fait une déclaration pour condamner le coup de force, parce que pour nous, en tant que des démocrates, où le pouvoir s'acquiert à travers les urnes, il était inadmissible pour nous que ce soit un coup d'État qui s'impose, parce que c'est un recul en matière de démocratie. Maintenant, nous avions aussi demandé à la libération, parce que s'il n'y a pas de processus judiciaire ou bien contre ceux qui ont été arrêtés entre-temps, je crois que ce n'était pas la peine de poursuivre. Si c'est juridique, ça c'est un autre problème. Mais si on n'a pas encore eu d'information que ce soit un processus juridique qui est engagé. Oui, justement, l'ancien chef de l'État est toujours entre les mains des militaires, il est toujours en détention. Alors, vous, qu'en pensez-vous? C'est ce que je viens de vous dire tout de suite. Pour nous, on n'est pas contre. Ceux qui ont géré, si vous avez géré le bien public, vous devez pouvoir rendre compte. Et dans le rendre compte, si la justice trouve qu'il y a eu des malversations, il y a un processus judiciaire qui s'ouvre. Là, en ce moment, nous, on n'a pas de problème. Mais si, jusqu'à présent, on n'a pas eu, en tout cas, à mon avis, je n'ai pas eu d'information qui dit que non, voici un processus judiciaire qui a été ouvert à l'encontre du président. Il n'y en a pas eu, on n'a pas eu d'information. Tout ce qu'on a eu comme information, le pouvoir en place nous a rassuré que le président est bien portant. Il a même été transféré chez lui à la maison, à sa demande, c'est ce qu'on nous a dit. Mais jusqu'à présent, au niveau de la majorité, l'ex-majorité bien sûr, il y a des réserves parce que les gens n'arrivent pas à rendre visite, on ne peut pas l'appeler et tout ce qu'il y a, ce qui constitue une restriction de liberté. Donc pour nous, toute restriction de liberté est condamnable. Donc à ce niveau, nous on condamne et qu'en attendant qu'il y ait d'autres voies, je crois qu'on doit le laisser libre de ses actes et de ses mouvements. Ok, votre parti politique envisage également une alliance avec d'autres partis et formations politiques. Comment va le processus aujourd'hui? Est-ce que c'est bien parti entre vous? Le processus est toujours en cours, il faut le dire, mais nous avions toujours noté que ce processus, parce que souvent on nous pose la question, ce processus ne date pas du coup d'État. C'est un processus qui a été entamé bien avant le coup d'État. Nous avions même prévu d'aller à des élections ensemble, des élections qui n'ont pas pu se tenir bien sûr, et le coup d'État est intervenu. Donc on a gardé le groupe et qu'on a évolué maintenant vers une alliance entre nos partis qui va évoluer vers à la fin par une fusion. Donc pour le moment, c'est l'alliance qui est en cours. Tout se passe bien. Il faut dire que nous avions beaucoup travaillé ensemble. Nous avions déjà analysé nos différents projets de société des différents partis pour voir les similitudes ou les trucs qui existent entre nos différents textes. Et ensuite, nous avons vu ensemble en matière de vision pour notre pays, est-ce qu'il y avait des rapprochements et tout. Ce travail a été fait et je crois qu'à notre niveau, il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes ensemble jusqu'à présent. Docteur Wahir Justin Soumé, président du parti Les Progressistes Unis pour le Renouveau, en abrégé pur à Monde Politique. Pour ceux qui nous suivent, vous êtes sur la radio Watt FM 100.7. C'est également sur la télévision TV. Le code d'accès, c'est le numéro 254 du bouquet Canal+. Et c'est également sur le TNT, la TNT du Burkina Faso. Bienvenue à l'émission Monde Politique. Nous allons poursuivre. Nous allons parler actualité nationale. Vous êtes un acteur majeur au niveau de la décentralisation parce que vous étiez directeur du Centre
Centre international de formation des autorités, donc des acteurs locaux, le CIFAL. Ensuite, actuellement, vous êtes en freelance avec la Cité gouvernements locaux unis d'Afrique. Et donc, au niveau de la décentralisation aussi a pris un coup compte tenu du fait qu'il y a eu la dissolution des collectivités territoriales pour enclencher la délégation spéciale qui aujourd'hui n'est pas encore officiellement lancée. Donc pour un acteur qui connaît bien ce domaine-là, quelles pourraient être les conséquences éventuelles pour le développement local dans ce climat de délégation spéciale? Tout de suite, les collectivités territoriales n'ont pas été dissous. C'est les exécutifs locaux. Les exécutifs locaux, pardon. Voilà, parce que les collectivités, en tant qu'institution, existent toujours et fonctionnent. D'ailleurs, je crois qu'on se prépare à mettre en place, le pouvoir se prépare à mettre en place des délégations spéciales pour pallier à ce vide en attendant qu'il y ait des élections. Pour revenir à votre question, il faut dire que, j'ai toujours dit que quand on analyse même le problème d'insécurité que nous avons, nous le lions un peu à, je crois, une insuffisance en matière de décentralisation. Parce qu'il y a des populations qui se sentent délaissées quelque part en matière de développement, qui sont peut-être qui se sont orientées sur d'autres voies, et ce qui nous revient en matière d'insécurité. Donc ce qui fait que nous disons que la décentralisation même pouvait être une solution. C'est-à-dire si un pays est bien décentralisé, parce que ne confondons pas décentralisation et déconcentration, la déconcentration accompagne la décentralisation. C'est vrai qu'une bonne déconcentration qui accompagne une décentralisation fait de telle sorte que la décentralisation marche de manière effective. Pourquoi je dis cela? Parce que s'il y a une bonne décentralisation, c'est-à-dire qu'il y a un partage équitable des fruits du développement. Mais quand la décentralisation n'est pas effective, c'est pour dire qu'il y a des zones qui ne bénéficient pas des fruits des choses. Je crois que ces personnes se sentent délaissées. C'est souvent ça qui amène tous les problèmes. Donc, à la date d'aujourd'hui encore, nous nous situons dans une situation beaucoup plus, j'allais dire, c'est encore plus grave, si je peux le dire ainsi, parce que la décentralisation de manière effective s'est stoppée, parce qu'à la date d'aujourd'hui, à part la déconcentration qui est en cours de l'administration qui se retrouve sur le terrain, il n'y a pas des actions de développement directement envers les collectivités territoriales. Parce qu'il faut mettre en place tout l'appareil de la décentralisation pour que nous puissions mettre en œuvre une stratégie de décentralisation au niveau de ces collectivités. Donc à la date d'aujourd'hui, c'est comme si on est handicapé à un niveau. Même le service public rendu au niveau des municipalités, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a des services que la municipalité ne peut pas rendre du fait qu'il n'y a pas l'autorité locale en place pour pouvoir, celui qui est l'ordonnateur. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, une analyse globale nous fait comprendre que rapidement, il faut que nous puissions avoir le retour à l'ordre constitutionnel normal pour pouvoir enclencher un processus de décentralisation effective. Parce que dans un état d'exception, il est difficile de parler de décentralisation effective. Il y a un minimum, c'est-à-dire que les délégations spéciales qui seront mises en place vont assurer les affaires courantes. Donc en tant que telles, ils ne peuvent pas mener des actions de développement hardies pour que les populations puissent en bénéficier. Donc nous déplorons cette situation et nous souhaitons que la situation se rétablisse vite pour que les populations puissent continuer à bénéficier de ces actions. Effectivement, dès les premières heures de la mise en place des délégations spéciales, il y a eu beaucoup de bruit, à telle enseigne que dans certaines localités, le processus a été suspendu. Ça va reprendre bientôt. Et il y a un décret qui a été pris et qui précise la composition, l'organisation et le fonctionnement de la délégation spéciale. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que maintenant, ça pourra aller, qu'on n'aura pas de difficultés par rapport à sa mise en œuvre? Vous savez, la mise en place des organes au niveau de la décentralisation a un côté politique. Vous n'êtes pas sans ignorer. C'est pourquoi il y avait des élections pour mettre en place ces exécutifs locaux. Mais nous sommes à une période où c'est une désignation. Ce n'est pas une élection. Selon la composition, comme vous l'avez dit, les personnes sont désignées. Si vous aviez vu que l'opération avait commencé à un moment donné et s'est stoppée, parce que l'ancien arrêté qui était là, quand on a voulu l'appliquer, il y avait un certain nombre d'insuffisances. Donc c'est pourquoi il y a eu une relecture pour revoir à ce niveau. Mais ça reste toujours problématique. Quand vous parlez par exemple d'un poste pour les OSC qui sont dans le développement local, il y en a combien?
Or, peut-être que c'est un seul par zone. Vous voyez déjà que pour même l'identification de cette personne, c'est pas sûr qu'il y ait le consensus autour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand ces délégations spéciales seront mises en place, il faudra veiller aussi à leur formation. Parce que ce n'est pas des personnes qui ont déjà les rudiments et les éléments qu'il faut pour gérer une collectivité locale. C'est vrai qu'on me dirait que même les exécutifs, quand ils sont mis en place, il y a un minimum de formation initiale que l'on fait pour pouvoir les donner quand même les b.a.-ba pour pouvoir participer de manière effective au fonctionnement de ces collectivités territoriales. Donc, ce qu'il faut souhaiter, quand les délégations spéciales peut-être seront mises en place, de procéder rapidement à leur formation pour les rendre beaucoup plus efficaces. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas à craindre que beaucoup de projets de développement soient suspendus ou bloqués, compte tenu du fait que c'est une délégation spéciale? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a des partenaires techniques et financiers qui ne vont pas s'engager dans un... et ça, c'est même au niveau de l'État aussi. Ce n'est même pas seulement en matière de développement local, même au niveau national, c'est sûr qu'il y a des partenaires techniques et financiers qui ne s'engagent pas dans un état de transition. C'est-à-dire, dans la transition, il y a d'autres qui accompagnent, mais l'accompagnement est minimum. C'est au minimum. Actuellement, si vous vous rappelez et vous vous en souvenez, il y a le cas du MCA. Oui, tout à fait. Ça a été suspendu, c'est des milliards que nous avons perdus. On ne vous dit pas aussi les partenaires qui ont un peu bloqué au niveau de l'appui budgétaire. Or, ces appuis budgétaires sont très importants pour notre pays. Il y a maintenant des nouveaux partenaires qui sont dans une situation de wait and see, si on peut dire ainsi, pour voir comment les choses vont évoluer. Donc, tout de suite, il faut dire que si c'est l'intervention des partenaires techniques et financiers, elle ne sera pas de manière effective comme si c'était dans un État démocratique. Il y a des partenaires techniques et financiers qui n'interviennent que quand c'est dans un cadre démocratique. Donc, déjà, ces partenaires vont rester en bystand en attendant que la situation se remette dans les normes. Donc, ce qui fait que vous avez dû remarquer, nous allons perdre beaucoup de financement. Ça, c'est le premier point. Et même du côté de doing business, c'est-à-dire en matière d'investissement, il y a aussi des investisseurs, parce que nous sommes, vous êtes journaliste, vous savez qu'on a peint notre carte en rouge. Souvent même, je me demande si en dessous de nos sièges, c'est pas peint, parce que même Ouaga, vous avez vu comment c'est fait ces derniers temps. Avec ça, à travers le monde, ça ne fait pas bonne presse, ça ne fait pas bonne image pour les investisseurs. Donc, ce qui fait qu'en matière de mobilisation des ressources, vous pouvez en être sûr que ça ne sera pas évident. Mais ce qu'il faut souhaiter, moi je dis, il faut que ces partenaires techniques acceptent quand même accompagner, parce que quoi qu'on dise, après la transition, nous allons aller au retour à l'ordre normal. Si au niveau de la transition, nous n'avions pas pu faire le minimum, c'est-à-dire ça y va de soi que même en matière de sécurité, si nous n'avions pas un minimum de sécurité, même si les institutions reviennent, ça y va de soi que ça va être très difficile. Oui, c'est vrai que la question est politique, mais est-ce que réellement il fallait en arriver là, à la dissolution des exécutifs locaux? Ça dépend. Mais à la date d'aujourd'hui, votre question est très pertinente. Parce que le temps qu'on a mis pour mettre en place ces exécutifs locaux, le mandat des maires était déjà fini. Ça finissait en mai dernier. C'est ça. C'était même un prolongement. Ça a été prolongé entre-temps à cause du report des élections. Mais votre question est tellement pertinente que pour mettre en place ces délégations spéciales, vous avez vu le temps que ça a pris. Et jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas effectif. Donc, il y a eu tout ce temps de flottement. Ce qui encore justifie votre question pour dire est-ce qu'il était opportun de dissoudre les exécutifs locaux. Mais peut-être que l'autorité qui est en place a voulu, j'allais dire, donner un nouveau souffle à ces collectivités pour pouvoir travailler sur le terrain. Mais jusqu'à présent, cela ne nous convainc pas, parce que jusqu'à présent, ces exécutifs locaux ne sont pas, et les délégations spéciales ne sont pas en place. D'accord. Alors, parlons sécurité à présent. Le MPSR est venu compte tenu de la qualité, donc l'insuffisance de qualité de l'offre sécuritaire, ils l'ont dit à leur prise de pouvoir. Alors aujourd'hui, le président d'Amiba a demandé 5 mois, mais si on tient compte de la prise de pouvoir le 24 janvier à la date nous sommes déjà dans le mois de juin, alors quand on regarde la progression, est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction ou pas de satisfaction? Il faut, pour être honnête,
à mon niveau, de manière personnelle, je ne crois pas qu'il y ait des motifs de satisfaction. C'est vrai qu'il y a des interventions, il y a des victoires par-ci, par-là, mais si l'on repart par l'objectif qui est, comme vous l'avez dit, le motif qui a justifié le coup d'État, c'était le premier point, c'est de lutter contre l'insécurité. Et dans cette lutte contre l'insécurité, c'est la restauration de notre pays. Et ensuite, il y a le problème du retour des déplacés internes dans leur zone. À la date d'aujourd'hui, moi, je n'en connais pas. C'est-à-dire des zones qui ont été sécurisées entièrement et on a vu des populations qui sont reparties s'installer. Officiellement, on ne l'a pas dit. C'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, il y a des offensives de nos forces de défense et de sécurité que nous saluons à sa juste valeur et que nous encourageons d'ailleurs, mais ça reste insuffisant parce que les terroristes continuent aussi à continuer à faire tomber des forces de sécurité, des choses, et même les VDP. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de motif de satisfaction. Pour nous, les motifs de satisfaction, c'est quoi? C'est de libérer les zones déjà occupées. Et je crois même que le nombre de zones occupées s'est accru. Nous prenons des zones comme le Sandier qui a été frappé tout de suite, vous aviez suivi, mais c'était des zones où on ne connaissait pas ces problèmes. Il y a aussi le cas, par exemple, si vous allez vers les hauts bassins, ça avance. Donc, ce qui fait que les zones occupées, le nombre de zones qui ont été occupées s'est accru. Donc, on ne peut pas avoir de motif de satisfaction. Mais le chef de l'État a demandé 5 mois pour pouvoir avoir les premiers résultats. Là, on était en avril. En matière d'insécurité, comme on le dit, qui n'avance pas recule. En matière d'insécurité, quand le chef de l'État demande, peut-être, j'allais dire une trêve, je ne sais pas si c'est une trêve, mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Si au moment de la trêve, les 5 mois qui ont été demandés, on sentait qu'il y avait des motifs de satisfaction, il y a des signaux qui montrent que les choses sont en train d'avancer, je crois que le bénéfice du doute est permis. Mais à notre niveau, vous avez dû remarquer, à part les victoires, quelques victoires que nous avons, et même ça, moi j'ai toujours dit ici, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand on nous déclare qu'il y a 200 terroristes qui avancent, nous neutralisons une quarantaine, tout au plus. Et cela fait une victoire. Mais les 160 autres, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont où? Et vous avez dû remarquer, dès que nos FDS ont intervenu à ce niveau, avec l'appui extérieur de surcroît, mais ces drones qui ont survolé n'ont pas vu les 160 qui restaient. On a neutralisé une quarantaine et les 160. La preuve en est que vous avez dû remarquer qu'après, il y a eu des attaques contre les populations civiles. Aujourd'hui, c'est les populations civiles qui payent le plus lourd tribut. Parce qu'on n'a pas pris le temps de neutraliser toutes ces personnes. Moi, je crois que si on a pu identifier 200, il faut neutraliser 200. On ne peut pas identifier 200, on neutralise 30 et puis on laisse le reste dans la nature. Ça y va de soi qu'à ces rythmes, on ne peut pas lutter efficacement. Maintenant, il faut que des signaux nous montrent que les choses avancent. Peut-être le dispositif que le chef de l'État a dit qui est en train d'être mis en place ne produit pas peut-être les effets escomptés pour le moment. Mais l'attente, il faut le dire, est très négative pour nous parce que déjà les populations sont beaucoup éprouvées. Mais le chef de l'État a choisi également, c'est vrai qu'il y a les opérations militaires, mais la voie du dialogue. Il ne dit pas de négociation, mais du dialogue avec les groupes armés. Est-ce que ça pourrait être une solution? Mais nous, j'ai dit, les négociations, c'est bien si on avait le dessus. Actuellement, nous n'avons pas le dessus, je ne sais pas sur quoi on négocie. Aujourd'hui, les groupes armés, quand ils arrivent dans un village, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils arrivent dans une zone, religion, vous changez, vous priez tous, vous portez tout ce qu'il y a, vous faites ceci, les écoles sont fermées. Est-ce que nous allons négocier pour qu'on ferme nos écoles? Premier point. Ce qui n'est pas possible. Et l'intégrité de notre territoire, négociable ou non négociable? En tout cas, j'ai entendu dire que c'est non négociable. Mais déjà, si tu négocies avec quelqu'un qui est même sur ton terrain, il y a un problème. On ne peut pas négocier avec des gens qui occupent déjà le territoire. Or, on parle d'intégrité du territoire. C'est pourquoi déjà, moi, la dernière fois, je voyais un atelier où on parlait des frontières. Moi, j'ai demandé ce qui s'est passé à Bourzanga. Mais c'est nos frontières là-bas. On est à l'intérieur du pays. Ça dit qu'on ne parle plus, c'est violé déjà. Moi, je crois qu'à ce niveau, il faut que la lutte soit efficace. Pour nous, le dialogue, quand on peut dialoguer, parce que c'est nos frères qui ont pris les armes contre d'autres frères,
On peut dialoguer, mais pas dans le contexte où on est. Aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut lutter à repousser, à anéantir ces fléaux avant qu'on ne parle de dialogue. Alors, il y a l'offre de la population qui est également demandée à travers les VDP. Il y a des populations qui sont résilientes, qui jusqu'à présent ont pu résister aux assauts. Alors, est-ce qu'il faut aller dans le contexte de ce que certains appellent la guerre populaire, avoir le courage, avec tout ce que cela comporte, d'armer les populations pour, sous le, comme on appelle ça, le contrôle des militaires au niveau des zones résilientes ou non encore touchées, selon vous, en termes d'anticipation? En termes d'anticipation, si on veut avoir une population résiliente, il faut un minimum d'encadrement, comme vous l'avez dit. Parce que les populations peuvent être résilientes avec un minimum. Mais s'il n'y a pas de minimum, les populations ne peuvent pas être résilientes. Comme vous l'avez dit, moi je crois que même le concept de VDP doit être revu. Aujourd'hui, vous l'avez dit, si nous y prenons garde, les zones sont en train d'être prises de manière progressive et c'est très dangereux. Donc nous sommes, que nous voulions oui ou non, d'ici peu nous allons être contraints à cette guerre populaire. Ça dit chacun sera... C'est l'instinct de survie. Ça dit que les populations seront obligées de se battre. Ça dit on ne va pas rester que les gens viennent nous massacrer. Donc nous sommes à un certain niveau. Moi je crois que les militaires doivent, comme eux-mêmes ils l'ont dit, cette guerre ne peut pas être gagnée seulement sur le plan militaire. Et sur ce plan de bataille-là, il faut qu'on associe les civils. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, si les civils sont carrément désarmés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un minimum d'encadrement, ils sont vraiment un appât facile pour les terroristes. Ce qui fait que je suis entièrement d'accord qu'il faut commencer à réfléchir à cette guerre généralisée ou même à une offensive populaire. Alors, pour revoir le contenu des VDP, qu'est-ce qui ne marche pas qu'il faut revoir au niveau des volontaires pour la défense de la patrie? Au niveau des VDP, moi je crois que il serait intéressant qu'on laisse l'initiative au niveau de chaque village. Parce qu'au niveau social, chaque village a son mode organisationnel. Que les militaires puissent accompagner cette mode organisationnelle et non lancer un recrutement. Parce que quand vous lancez un recrutement, moi je prends un exemple. Ces VDP, vraiment, moi je les félicite parce qu'ils font un travail monstre. Mais qu'est-ce qui se passe? La manière dont ça se passe fait que si tu n'as pas trop d'assises au niveau de la zone que vous défendez, vous êtes un peu exposé. Je prends un exemple que moi, qui suis ressortissant de mon village, je reparte là-bas pour devenir un VDP. Par rapport à celui qui est vraiment de la zone et qui maîtrise les rouages, qui maîtrise un certain nombre de choses. Donc ça rejoint un peu cette guerre populaire dont vous parlez. Laisser les sociétés, c'est-à-dire les populations elles-mêmes au niveau local, avoir un minimum d'organisation et que ce soit les militaires qui les accompagnent dans cette organisation. Parce que chaque peuple et chaque village ou bien chaque population a son mode organisationnel au niveau social qu'elle maîtrise plus. Mais il y a aussi la collaboration avec les autres pays. Voilà, le Niger, il y a le Mali et puis il y a le Burkina qui partagent d'ailleurs des frontières, comme on parle de la zone des 3 frontières, oui. Alors que sur le plan de la collaboration entre les 3 pays, il ne semble pas tenir le même langage ou ne partagent pas la même vision par rapport à la lutte. Comment faire? Vrai. Et je crois qu'en Afrique, on ne tire pas de leçons. Ce que vous dites est tellement pertinent que je peux prendre l'exemple du Mali. Quand les hostilités, si on peut dire ainsi, entre griffes, ont commencé au Mali, le Burkina se trouvait loin. C'est-à-dire on avait l'impression que ça ne nous concernait pas. C'est une affaire du Mali. Et ça s'est passé comme ça jusqu'à ce que la chose se retrouve à notre niveau. Et si vous aviez suivi l'intervention d'une autorité d'un des pays frontaliers que je ne citerai pas, que vous êtes au courant, on a dit qu'il y a une insuffisance de riposte au niveau de l'armée burkinabé, c'est pourquoi la chose arrive à leur niveau. C'est pour dire qu'ils n'ont même pas tiré leçon de ce qui s'est passé en ce qui nous concerne et en ce qui concerne le Niger. Si on avait tiré leçon, on devrait savoir que, comme tu l'as dit, cette guerre, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut une solidarité. On a des frontières communes. On a des zones communes. Si on se met ensemble, on met nos efforts ensemble, on peut être beaucoup plus efficace. Mais je crois que jusqu'à présent, on n'a pas tiré leçon des échecs qu'on a eus par rapport à ça. Parce que quand je vois l'intervention des pays côtiers surtout, qui croient que peut-être ils sont à l'abri, mais aujourd'hui vous avez vu qu'il y a des attaques, même si ce n'est pas des attaques répétées, mais ça a toujours commencé ailleurs comme ça, et puis ça s'est généralisé. Donc je crois qu'aujourd'hui, nos chefs d'État doivent prendre et tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, de se mettre ensemble. Je crois que le G5 Sahel était une tentative, mais déjà nous avons perdu le Mali à ce niveau.
s'il n'y a pas une certaine solidarité au niveau de nos ensembles régionaux, pour lutter contre le terrorisme, ça serait difficile. Parce qu'individuellement, on ne peut pas le faire de toute façon. Vous êtes à l'émission Monde Politique avec Dr Wahir Justin Sommé, président du PUR, Progressistes Unis pour le Renouveau. C'est un parti politique qui a été créé le 28 avril 2018. Nous continuons toujours dans le contexte sécuritaire. Le Mali a fait le choix clair de la Russie, c'est clairement assumé avec de l'armement, avec des hommes qui combattent aux côtés de l'armée malienne. Pour le moment, le Burkina, on ne sait pas quelle est la posture du Burkina. Et le débat fait rage au sein de l'opinion. Aller en Russie, rester avec la France, finalement, quel choix faut-il faire? Quand la question est posée de telle sorte, ça m'écoeure. La question m'écoeure parce que je crois que la première liberté qu'on peut avoir, c'est de l'acquérir soi-même. Moi, je crois que cette bataille, il faut d'abord que les différents pays puissent d'abord avoir une certaine autonomie en matière de défense et en matière de lutte contre l'insécurité. Les autres partenaires doivent venir en accompagnement. Et je crois que nous sommes en train de nous mettre dans une guerre qui existe au niveau mondial, c'est-à-dire Russie comme Français. C'est une guerre qui n'intéresse que eux. J'ai toujours dit, le coq a dit qu'il n'a rien à voir avec la guerre des couteaux. Il fallait que nous ayons cette réflexion. Aujourd'hui, pro-russe ou pro-français ne peut pas nous sortir de l'ornière. Parce que quoi qu'on dise, c'est une colonisation qui ne dit pas son nom. Que ce soit russe ou que ce soit français, quelque part, il y a une certaine aliénation qui va venir avec le temps. Moi, je ne crois pas que c'est pour nos beaux yeux que ces pays ou bien ces puissances se proposent de nous aider. Moi, je dis, il n'y a pas d'aide gratuite. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'aide gratuite, c'est pourquoi moi, je propose que d'abord, nous nous battons avec nos propres forces. Ça ne veut pas dire que c'est en autarcie qu'on veut le faire, mais d'abord, il faut qu'on mesure, qu'on ait un minimum à notre niveau avant de nous faire accompagner. À la date d'aujourd'hui, on nous dirait que peut-être c'est une affaire d'armement, c'est une affaire de tout ce qu'il y a, mais le Burkina s'est déjà engagé dans la diversité des partenariats pour pouvoir s'équiper en matière d'armement. Donc à ce niveau, mais moi je refuse le pro-russe ou pro-français. Ce n'est pas notre bataille, ça. Notre bataille, c'est à côté. Et d'ailleurs, même tout le monde le connaît. Peut-être des solutions intermédiaires. Ça peut être des solutions intermédiaires, mais à long terme, non. À long terme, non. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes en train de... La domination de tous ces peuples dont nous sommes en train de parler, que ce soit Russie ou pas, c'est en contrepartie de quelque chose. Je vous informe qu'au niveau du Mali, on le sait. C'est en contrepartie de quelque chose, vous le savez. Ils sont en train d'exploiter des choses là-bas. Tout le monde le sait. Si vous êtes d'accord aussi ici, ça se fera. Bon, quelqu'un me dira que la paix n'a pas de prix. Oui, mais si nous sommes pillés, et puis de deux, on ne sait pas comment chacun se comporte. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Mais moi, je dis, il y a un minimum. Il faut qu'on continue nos propres forces. D'abord, avant de se faire accompagner. Et j'y tiens. C'est la force la plus sûre et c'est la force la plus durable. Alors, et pour les élections, pour vous, il nous faut combien de temps? Les élections? Oui. Les élections. Vous voulez parler d'un chronogramme, le chronogramme sur la transition? Oui, à l'issue des travaux des assises nationales, c'est 36 mois qui ont été retenus. Alors, est-ce qu'il faut garder, est-ce qu'il faut raccourcir ou est-ce qu'il faut prolonger? Et moi, je crois que le projet de charte avait proposé 24. Oui, tout à fait. C'est au niveau des assises que ça a été... Moi, je trouvais que c'est après avoir analysé un certain nombre de paramètres qu'ils ont. Je préfère des gens qui ont des éléments clairs sur la base desquels ils ont fait une proposition. À la limite, encore, ça peut passer. Mais les transitions, je ne sais pas sur quelle base, je n'étais pas aux assises. Vous n'étiez pas aux assises, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette option? Bon, le Burkina a proposé le calendrier après les assises qu'il trouve, j'allais dire, peut-être que c'est à travers ce calendrier qu'ils pourront peut-être être plus efficaces. Mais ce qu'il faut dire, il y a une tendance qui est là, il faut faire très attention, parce que plus ça tend vers un mandat, plus la démocratie n'aura plus son sens. Et je crois que quelque part, quelqu'un a dit, comme c'est une affaire de coup de force, nous risquons de tomber dans le cycle infernal d'un coup d'État. Parce que si vous pouvez faire 3 ans, vous prolongez, ça devient un mandat en 5 ans. Donc ça, il faut déchanter, il ne faut pas pousser les gens. Parce que plus la transition est longue, plus c'est alléchant. Donc plus on aura une tentation de faire des coups d'État, même si c'est pour prendre un mandat, ça vous fait un mandat présidentiel sans passer par des élections. Oui, mais la priorité aujourd'hui, c'est quoi? C'est aussi la sécurisation. Oui.
ce qui est sûr, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui ont même pris le pouvoir convient avec nous que ce n'est pas à un coup de baguette magique que nous allons récupérer nos territoires. Mais jusqu'à quand? Ça aussi. Vous avez dit tantôt, les paramètres de développement sont en rouge. Plus nous restons dans cet état, plus ça nous crée plus de problèmes. Vous avez vu l'insécurité alimentaire, ça avance à grands pas. Donc, quelque part, il faut qu'on trouve une solution, même en luttant contre l'insécurité. Mais il y a un minimum. La politique ne peut pas se faire dans un état d'insécurité. Nous sommes entièrement d'accord. Donc, il faut un minimum de sécurité pour un pays, pour pouvoir même qu'il y ait la dévolution du pouvoir. Ça, on est d'accord. Mais éternellement aussi, je ne crois pas que ça puisse arranger. Mais actuellement, s'il y avait des motifs, c'est ce que nous avons dit tantôt. Si déjà il y a des signaux qui montrent que la situation était en train de s'améliorer, moi je crois que personne n'allait se pencher sur ce problème de calendrier. C'est parce que nous nous rendons compte que les paramètres, les trucs sont toujours en rouge, que la population est en train de parler. D'accord. Sur le plan politique, le chef de l'État a demandé d'éviter tout activisme politique débordant qui serait de nature effectivement à ébranler le processus de transition. Alors qu'on voit que les partis politiques sont ressortis du bois. Vous avez déjà animé plusieurs conférences de presse au niveau de l'alliance que vous êtes en train de préparer. Alors, est-ce que pour cet activisme politique débordant, vous avez pu trouver un contenu? Je viens d'apprendre, c'est vous qui trouvez débordant. Bon, on ne sait pas. Non, je n'ai pas dit que c'est débordant, je voudrais savoir si vous êtes dans les limites. Nous sommes dans les limites, on croit. Parce qu'on n'a pas fait de meeting, on n'a pas fait d'assemblée générale où on a, je crois, des activités de partis politiques classiques que vous connaissez. On ne l'a pas fait. Ce n'est que simple conférence de presse. Sinon, je crois aussi que ça ne veut pas dire que nous sommes des sous-citoyens. Ceux qui font la politique ne sont pas des sous-citoyens. On nous a même dit qu'on peut participer. C'est notre manière aussi de participer. Donc, nous faisons des critiques pour qu'on puisse rectifier le tir et pour que les choses puissent aller mieux. Je ne crois pas que ce soit contre quelqu'un. Ce n'est pas du tout ça. Nous sommes des politiques, nous faisons des propositions, nous faisons des recommandations, donc nous sommes vraiment dans notre droit. Alors, le débat fait rage sur les salaires des ministres et les émoluments des députés. Au niveau des députés, pour certains, c'est raisonnable. Au niveau des membres du gouvernement, ça fâche. Mais le gouvernement a tenu à dire que c'est dynamique. C'est pour permettre que les choses évoluent en fonction de comment ça évolue au niveau de la fonction publique. Alors, est-ce que ça règle ce qui tranche, ce qui évite que quelqu'un vienne maintenant négocier son contrat? Donc un problème de régler. Quel commentaire en faites-vous? Rapidement, je vais vous dire que d'abord, ce n'est pas du tout opportun. Ce n'est pas opportun, ce n'est pas prioritaire, le problème des salaires, parce que actuellement nous sommes... Ah, mais tout ouvrier mérite son salaire. Oui, on n'a pas dit sans salaire. Sinon, des gens sont dans ce gouvernement, mais ils ont dit à un moment donné qu'il fallait que même ce mandat soit du bénévolat. Maintenant, si vous y arrivez et qu'on se retrouve en train de relire même les anciens arrêtés pour augmenter, et qu'on augmente pour tous les Burkinabés. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout le monde sait que le pouvoir d'achat a chuté. Mais jusqu'à partir maintenant, personne ne négociera son salaire. Personne ne négociera, mais quand même, ce qui a été fait à l'insu du peuple. C'est quel consensus? Mais les assises ont donné plein mandat au chef de l'État de prendre un décret pour... Sans tenir compte du contexte. Parce que vous n'êtes pas, le contexte dans lequel on est n'est pas du tout favorable qu'on soit en train de discuter salaire. Non. Surtout pas. Et au même moment où on demande aux autres de faire des sacrifices, où on demande de serrer la ceinture, il y a un problème. Moi, je crois qu'il faut être patriote. Si on est tous patriotes, on est prêt à faire le sacrifice pour notre patrie à nous tous. Et on le fait ensemble. D'autres ne sont pas des sûrs et puis d'autres sont des sourds. Non. À ce moment, vous ne pouvez pas avoir la solidarité du peuple. Parce que, et quelque part, le peuple sent qu'il est mis en marge des choses. Aujourd'hui, la vie chère, c'est pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas pour le gouvernement seulement, ce n'est pas pour le peuple seulement. Donc, s'il y a une relecture, une revalorisation des salaires, qu'on puisse pencher sur ça de manière générale. Dans le cas contraire, moi, je trouve même que c'est pas opportun du tout. Vous estimez que ce n'est pas opportun, c'est au même moment qu'on nous signale que le temps imparti est terminé. Nous vous disons merci d'être venu. Je rappelle que c'était Dr Wahir Justin Soumé, président du PUR, les Progressistes Unis pour le Renouveau, un parti qui a été créé en 2018. C'est la fin de cette émission, Madame, Messieurs. Nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis, et nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Portez-vous bien et au revoir.